Maintenant que nous avons défini ce qu'est une relation binaire et quelles sont ses propriétés essentielles, nous pouvons définir la notion de relation d'équivalence. Cette définition est très simple. Une relation d'équivalence, c'est une relation binaire qui est à la fois réflexive, transitive et symétrique. Dans la vidéo précédente, nous en avons vu deux exemples, l'égalité, quel que soit l'ensemble sur lequel nous considérons cette relation, et également la relation de congruence modulo n, qui est donc une relation sur Z. Nous pouvons donner quelques autres exemples. Si nous nous plaçons dans R3 ou dans R2, mais par exemple dans R3, nous pouvons dire que deux vecteurs sont en relation s'ils sont collinaires. Donc introduisons la relation U est en relation avec V si U et V sont collinaires. Donc cette relation est très clairement réflexive puisqu'un vecteur est collinaire à lui-même. Elle est également transitive. Si un vecteur U est collinaire à un vecteur V qui lui-même est collinaire à un vecteur W, alors U est collinaire à W, et elle est facilement symétrique. Si U est collinaire à V, V est également collinaire à U. Autre exemple, dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans K, nous introduisons la relation R de la manière suivante. Si A et B sont deux matrices carrées d'ordre n, nous allons dire que A est en relation avec B s'il existe une matrice inversible P, telle que A est égale à P-1 fois B fois P. Dans ce cas, les matrices A et B sont dites semblables. C'est une définition sur laquelle nous reviendrons plus longtemps dans le chapitre sur les matrices, plutôt en fin d'année. Il existe une autre relation qui est plus générale, qui généralise celle que nous venons de voir, cette fois-ci dans des matrices qui ne sont pas carrées. Si nous prenons l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes, si A et B en sont deux exemplaires de deux matrices à n lignes et p colonnes, nous disons que A est en relation avec B s'il existe une matrice inversible P d'ordre n et une matrice inversible Q d'ordre P, telle que A est égale à P-1 fois B fois Q. Donc attention ici aux tailles des matrices pour que le produit P-1BQ existe. Nous voyons que si jamais P est égal à N, et que petit p, et que la matrice grand P est égale à la matrice grand Q, eh bien nous retombons sur la définition de semblable. C'est pourquoi deux matrices semblables sont toujours en relation avec cette nouvelle relation. Dans ce cas d'ailleurs, nous disons que les matrices A et B sont équivalentes. Alors, à titre d'exercice, nous allons démontrer ici que cette dernière relation R est bien une relation d'équivalence. Commençons par la réflexivité. Donc si je prends grand A une matrice à n lignes et p colonnes, à coefficient dans K, je peux évidemment écrire que A c'est la matrice identité d'ordre n, moins 1 puisque de toute façon c'est toujours la matrice identité, fois la matrice A, fois la matrice identité d'ordre P. Donc, par définition, puisque les matrices identités sont toutes inversibles, eh bien A est en relation avec elle-même, ce qui prouve la réflexivité. Pour la transitivité, nous allons avoir besoin de trois matrices, soit A, B et C, trois matrices de MNP de K, et nous supposons que A est en relation avec B, et B est en relation avec C. Si nous revenons à la définition, il va donc exister quatre matrices P, Q, R, S inversibles. Alors P et R seront d'ordre N et Q et S seront d'ordre P, tel que A est égal à donc P-1 fois B fois Q, et B est égal à R-1 fois C fois S. Donc en combinant ces deux égalités, grand A est égal à R-1, à P-1 fois R-1 fois C fois S fois Q. Mais nous savons que P-1 fois R-1, c'est l'inverse de la matrice RP. Et ici nous avons SQ. Le produit de deux matrices carrées d'ordre P inversibles est toujours une matrice carrée d'ordre P inversible, donc cette matrice est bien une matrice de GLP de K, et de la même manière, R fois P est une matrice inversible d'ordre N, ce qui nous prouve exactement que A est bien en relation avec C, et c'est bien la transitivité. Il nous reste à étudier la symétrie. Donc à nouveau, si A et B sont deux matrices de MNP de K,
et si elles sont en relation, c'est-à-dire si A est égal à P-1 fois B fois Q, alors B est égal à P fois A fois Q-1, ce que nous pouvons écrire P-1 moins 1 fois A fois Q-1. La matrice P-1 est bien une matrice inversible d'ordre n, et la matrice Q-1 est bien une matrice inversible d'ordre P. Donc nous avons bien que B est en relation avec A, et la relation est bien symétrique. Donc d'après ces 3 points, la relation, ici c'est une relation, son nom c'est une relation d'équivalence, puisque quand A et B sont en relation, on dit que A et B sont équivalentes. Donc cette relation est une relation d'équivalence, et vu le nom qu'elle porte, cela tombe bien. Le reste de cette section va être consacré à la notion de classe d'équivalence. Si nous avons un ensemble grand E muni d'une relation d'équivalence R, alors pour chaque élément petit x dans grand E, nous pouvons définir sa classe d'équivalence qui est l'ensemble suivant, c'est tout simplement l'ensemble de tous les éléments de E qui sont en relation avec x. Donc l'ensemble des y dans E tel que x est en relation avec y. Cet ensemble est souvent noté x bar ou CL de x. Personnellement, dans cette vidéo, j'utiliserai plutôt la notation CL de x, puisqu'il existe déjà beaucoup de notations avec des barres en mathématiques. Considérons l'exemple suivant. Nous prenons un ensemble grand E à 6 éléments que nous notons A, B, C, D, E, F, et nous définissons 3 relations entre ces éléments. Nous disons que A est en relation avec B, C aussi, et E est en relation avec D. La première partie de l'exercice, c'est de compléter ce diagramme pour obtenir le diagramme d'une relation d'équivalence. Alors une relation d'équivalence est déjà une relation réflexive. Donc pour chaque élément de E, il doit y avoir une flèche qui part de cet élément et qui revient sur lui-même, puisque chaque élément est en relation avec lui-même. Donc ces flèches bleu foncé proviennent de la réflexivité d'une relation d'équivalence. Ensuite, une relation d'équivalence doit être symétrique. Donc à chaque fois qu'un élément est en relation avec un second, le second doit aussi être en relation avec le premier. Donc ici, il nous faut rajouter des flèches qui font le chemin dans l'autre sens par rapport à celles que nous connaissons déjà. Et puis dernière propriété, la transitivité. Ici, A est en relation avec B et B est en relation avec C. Donc A doit être en relation avec C. Et bien sûr, la relation étant symétrique, C est en relation avec B qui lui-même est en relation avec A. Donc C doit être en relation avec A. C'est tout. Si nous rajoutons toutes ces flèches de différentes couleurs, nous voyons que la relation d'équivalence que nous obtenons est bien une relation d'équivalence. Il est impossible de rajouter moins de flèches que celle-ci, mais il n'est pas nécessaire d'en rajouter plus. Donc nous avons rajouté le nombre minimum de flèches pour obtenir une relation d'équivalence. La deuxième partie de l'exercice consiste à déterminer quelles sont les classes d'équivalence des différents éléments de E. Donc commençons par la classe d'équivalence de A. La classe d'équivalence, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont en relation avec A. Donc graphiquement, nous pouvons partir de A et voir toutes les flèches qui partent de A et voir à quel point elles arrivent. Quand au bout d'une flèche qui part de A, nous avons un second point, et bien ce point est en relation avec A, il fait donc partie de la classe d'équivalence de A. Il y a une flèche qui va de A vers A, donc A est dans la classe d'équivalence de A puisque A est en relation avec lui-même. Nous voyons ici que A est en relation avec B, A est en relation avec C, mais il n'est pas en relation avec D, E, F. Donc la classe d'équivalence de A, c'est l'ensemble ABC. Mais B est aussi en relation avec A, avec C et avec lui-même. Donc cet ensemble ABC, c'est aussi la classe d'équivalence de B. Et pour la même raison, c'est aussi la classe d'équivalence de C. Il nous reste à déterminer la classe d'équivalence de D. D est en relation avec lui-même et avec E, mais pas avec F ni ABC. Et cette classe d'équivalence est aussi la classe d'équivalence de E. Et pour finir, F n'est en relation qu'avec lui-même, donc sa classe d'équivalence, c'est le singleton F. Donc voici les classes d'équivalence de cette relation. Nous remarquons plusieurs choses qui vont être précisées et démontrées dans la suite de cette section, car elles sont vérifiées pour toutes les relations d'équivalence. Nous remarquons déjà qu'un élément est toujours dans sa propre classe d'équivalence. A est dans la classe de A, B est dans la classe de B, E est dans la classe de E, etc. Nous remarquons ensuite, que lorsqu'un élément est dans la classe d'équivalence d'un autre élément, alors il a la même classe d'équivalence. Par exemple ici, C est dans la classe d'équivalence de A,
Donc la classe d'équivalence de C est égale à la classe d'équivalence de A. Nous remarquons aussi qu'un élément ne se trouve dans la classe d'équivalence, ne se trouve que dans une seule classe d'équivalence. A est dans la classe d'équivalence de ABC, mais ces trois ensembles sont les mêmes. A ne se trouve pas dans la classe d'équivalence ni de D, ni de E, ni de F. Donc si je regarde les trois ensembles que j'ai là, les trois classes d'équivalence, ABC, DE et F, chaque élément se trouve dans une et une seule de ces classes d'équivalence. Alors cela s'énonce de la manière suivante. On dit que l'ensemble des classes d'équivalence forme une partition de grand E. Une partition, c'est-à-dire que nous avons l'ensemble grand E, et il est découpé en morceaux, de telle sorte que chaque élément de E se trouve dans un et un seul morceau. Nous allons préciser tout cela tout de suite dans la suite. Nous allons procéder par étapes, et les différentes propriétés que nous venons de voir sur l'exemple précédent vont être intégrées dans des propositions successives. Donc première proposition, la proposition 2,05, qui va reprendre une partie des propriétés précédentes. Donc toujours avec eux un ensemble muni d'une relation d'équivalence R, nous allons commencer par montrer le premier point, quel que soit x dans E, x appartient à sa classe d'équivalence. Ensuite, pour deux éléments x et y, nous allons montrer que x est en relation avec y, si et seulement si x est dans la classe d'équivalence de y, et ensuite si et seulement si la classe de x est égale à la classe de y. Le premier point est très simple. Nous savons que si x appartient à E, par réflexivité de la relation R d'équivalence, x est en relation avec lui-même, donc x appartient à la classe de x. Deuxième point, nous allons prendre deux éléments x et y dans E, et nous avons une équivalence à démontrer. Alors ici, cette équivalence est directe, car si nous rappelons la définition de la classe d'équivalence de y, la classe d'équivalence de y, c'est l'ensemble de tous les x dans E, tel que x est en relation avec y. Donc dire que x appartient à la classe de y, c'est équivalent à dire, alors je détaille beaucoup, mais c'est équivalent à dire que x appartient à l'ensemble de tous les x tel que x est en relation avec y. Or cet ensemble, c'est l'ensemble de tous les éléments qui vérifient une propriété. Donc dire que x est dans cet ensemble, c'est dire par équivalence que x vérifie cette propriété. Donc ce point 2, ça n'est rien d'autre que tout simplement la définition de ce qu'est une classe d'équivalence. Le point 3 va découler simplement du point 2. Si à nouveau nous prenons deux éléments x et y dans E, eh bien nous pouvons procéder par double implication. Si la classe de x est égale à la classe de y, puisqu'avec le point 1 nous savons que x appartient à la classe de x, alors x appartient à la classe de y. Ça, c'est grâce au point 1. Et donc maintenant, grâce au point 2, x est en relation avec y. Voici pour la première implication. Pour la seconde, si nous prenons x en relation avec y, alors nous voulons maintenant montrer que la classe de x est égale à la classe de y, et nous allons procéder par double inclusion. Donc prenons un élément z, qui est dans la classe de x. Par le point 1, ou par le point 2 plutôt, mais aussi par définition tout simplement, cela signifie que z est en relation avec x. Or, nous avons supposé que x était en relation avec y, donc par transitivité, z est aussi en relation avec y. Alors avec le point 2, z appartient, ou par définition tout simplement, z appartient à la classe de y. Donc nous avons bien vu qu'à chaque fois que z est dans la classe de x, il est dans la classe de y, ce qui nous prouve cette inclusion. Mais par symétrie, nous avons aussi y en relation avec x. Donc de la même manière, tout simplement en échangeant les rôles de x et de y, nous pouvons montrer l'inclusion réciproque, la classe de x contient la classe de y. Et donc nous avons égalité, ce qui prouve bien le troisième point. Pour continuer, nous allons avoir besoin de la définition rigoureuse de la partition dans l'ensemble. Donc si grand E est un ensemble et que dans cet ensemble nous prenons une famille de parties de grand E, que nous allons noter la famille des grands A indices petit i, ou petit i parcours grand I, un ensemble qui va servir d'ensemble des indices, alors on dit que cette famille de parties grand AI est une partition de E si elle vérifie les trois points suivants. Le premier point, on a un peu tendance à l'oublier, mais il fait partie de la définition habituelle de partition, même si ça n'est pas le point le plus indispensable.
Déjà, il faut supposer que aucun de ces AI n'est une partie vide. Les deux autres points, par contre, sont vraiment le cœur de la définition. Deuxième point, si nous prenons deux indices différents I et J, alors AI interagit est vide, ce qui signifie que les parties AI sont 2 à 2 disjointes. Et troisième point, la réunion de tous les AI est égale à E. Alors, nous avons vu dans le chapitre sur les ensembles la notation d'union disjointe, eh bien, ces deux derniers points peuvent être écrits en une seule fois avec ce symbole. L'union disjointe de tous les AI est égale à E, ce qui nous dit donc en une seule fois que la réunion des AI est égale à E et que les AI sont 2 à 2 disjoints. Alors nous pouvons représenter graphiquement une partition. Si nous prenons ici un ensemble E, eh bien nous pouvons couper grand E en plusieurs parties. Donc ici, je vais le couper en 4 parties. Hop. Donc là j'ai bien 4 parties. Le rose ressemble peut-être un peu trop au rouge. Prenons un bleu clair. Ici, j'ai donc une partie A1, une partie A2, une partie A3, une partie A4. Et elles sont 2 à 2 disjointes. Il n'existe aucun élément de grand E qui soit dans deux parties à la fois, mais leur réunion est égale à grand E. Tout élément de grand E est dans au moins l'une de ces parties. Donc ici, nous avons bien une partition de grand E. Par contre, si je représente les choses comme ceci, voici par exemple une partie A1, et puis je vais prendre une partie A2 comme ceci, une partie A3 comme cela, et une partie A4 ici. Eh bien, ça n'est pas une partition, car il existe... Enfin, les deux points fondamentaux ne sont pas respectés. En effet, à cet endroit, je peux trouver un point qui est à la fois dans A1 et A2. Ici, A1 inter A2 n'est pas égal au vide. Et puis, cette partie-là ne se trouve dans aucune des 4 parties. Donc, la réunion des AI, pour I allant ici de 1 à 4, n'est pas égale à E, puisqu'il existe un point qui n'est pas dans l'un des AI. Donc ici, ça n'est pas une partition. Nous pouvons aussi prendre un exemple plus concret. Si je prends l'ensemble E égal à l'intervalle de tous les réels de 1 à 6, eh bien si je pose A1 égale l'intervalle 1, 2, fermé des deux côtés, A2 égale l'intervalle 2, 4, A3 égale l'intervalle 4, 6, mais ouvert à gauche, et pour finir A4 égale le singleton 4, alors c'est bien une partition, puisque chaque réel entre 1 et 6 est dans l'une de ces parties, soit A1, soit A2, soit A3, soit A4, mais à chaque fois dans une seule de ces parties. Donc A1 jusqu'à A4 est une partition de E. Donc si nous revenons à nos relations d'équivalence, nous pouvons énoncer la proposition 2,07. Premier point, nous prenons un ensemble grand E muni d'une relation d'équivalence, alors l'ensemble des classes d'équivalence de cette relation d'équivalence est une partition de E. Donc je rappelle que les classes d'équivalence sont des sous-ensembles de E, ce sont des parties de E. Donc l'ensemble des classes d'équivalence, c'est un ensemble de parties de E. Eh bien, dans ce cas, cet ensemble de classes d'équivalence est toujours une partition de E. Mais également, nous avons la réciproque. Si nous avons une partition de grand E, alors ces parties de grand E qui forment une partition sont les classes d'équivalence d'une certaine relation d'équivalence bien choisie. Il est toujours possible de trouver une relation d'équivalence sur E dont les classes d'équivalence sont exactement ces AI. Alors il est vrai que pour la sup, et même en partie pour l'aspect, c'est surtout le point 1 qui est important. Le point 2 est un peu plus anecdotique. Nous allons tout de même les démontrer tous les deux, en détaillant plus le point 1. Donc pour ce qui est du premier point, je ne le note pas, mais grand E est un ensemble, et je vais noter R, une relation d'équivalence sur E. Donc, déjà, si je prends un élément X dans E, nous avons déjà vu que X est dans sa propre classe d'équivalence. Donc nécessairement, X appartient à la réunion de toutes les classes d'équivalence.
Donc la réunion de toutes les classes d'équivalence, cela se note la réunion de toutes les classes de Y quand Y parcourt E. X est bien dans cette réunion, puisqu'il existe au moins un élément Y tel que X est dans la classe d'équivalence de Y. Il suffit de prendre Y égale X. Donc à chaque fois que j'ai un élément dans E, il est dans la réunion des classes d'équivalence. Donc E est bien inclus dans la réunion des classes d'équivalence. Mais évidemment, chaque classe d'équivalence est une partie de E. Donc la réunion est aussi incluse, la réunion de toutes les classes d'équivalence est aussi incluse dans E. Donc avec ces deux inclusions, nous avons que E est bien égal à la réunion des classes d'équivalence. Donc ça c'est finalement le troisième point de la définition de partition. Je ne les ai pas pris dans l'ordre, je n'ai pas fait d'attention. Alors si je reviens au premier point, à chaque fois que je prends une classe d'équivalence, notons là par exemple C, c'est forcément la classe d'équivalence d'un élément. Donc il existe un élément X dans E tel que C, c'est la classe de X par définition. Or X appartient toujours à sa classe d'équivalence. Donc C n'est pas vide. Ceci, c'est bien le premier point de la définition de partition. Et il nous reste à montrer le second point, le deuxième point, c'est-à-dire que les classes d'équivalence sont 2 à 2 disjointes. Donc prenons C1 et C2, deux classes d'équivalence différentes. Alors attention, ici je les suppose distinctes, et je veux montrer qu'elles sont disjointes. D'accord ? Donc je vais raisonner par l'absurde. Supposons que j'ai un élément X qui appartienne à l'intersection des deux. Comme dans le point précédent, je vais écrire qu'il existe un Y dans E, tel que C1 c'est la classe d'équivalence de Y, et de même il existe un élément Z dans E, tel que C2 est égal à la classe d'équivalence de Z. Donc en prenant un élément X qui est à la fois dans C1 et C2, cela signifie que X est en relation avec Y et X est en relation avec Z. Mais par transitivité, forcément, Y se retrouve en relation avec Z, et donc avec la proposition 2,05, eh bien la classe de Y est égale à la classe de Z. C'est-à-dire que C1 est égal à C2. Or, nous les avons supposées distinctes. C'est absurde. Donc, il n'existe pas d'éléments qui soient à la fois dans C1 et C2, et donc elles sont bien disjointes. C'est pour ça que, grâce à ces 3 points, eh bien, l'ensemble des classes d'équivalence de R est bien une partition de E. Alors pour le second point, je ne vais pas le détailler. Je vous donne tout simplement la relation qu'il faut considérer et je vous laisserai montrer chez vous en exercice que c'est une relation d'équivalence. Donc posons la définition suivante. Pour tout X et Y dans E, on pose que X est en relation avec Y si il existe un indice petit i dans grand I tel que X et Y sont dans la même partition, enfin dans la même partie grand I. Voilà. Donc nous avons une partition de grand E que nous avons nommé l'ensemble des parties grand AI. Si deux éléments X et Y sont dans la même partie de cette partition, alors on va dire qu'ils sont en relation. Par exemple ici, je prends une partition très simple en 3 bouts, en 3 morceaux, avec ici A1, A2 et A3. Eh bien, si je prends cet élément X et cet élément Y, visuellement ils ne sont pas en relation car ils ne font pas partie du même AI. Alors c'est là qu'il va falloir dans la démonstration que vous montriez bien que lorsque X est dans A1 et Y est dans A2, il est impossible que X et Y soient dans la même partie de la partition, et donc ils ne seront pas en relation. Par contre, si je prends X ici et Y ici, alors maintenant ils sont dans la même partie de la partition, donc ils sont en relation. Donc je vous laisse montrer que c'est une relation d'équivalence, mais il suffit de montrer la réflexivité, X est toujours dans la même partie que lui-même, la symétrie qui va être assez simple, et la transitivité aussi d'ailleurs. Je vous laisse les détailler, mais en donnant la définition de la relation, j'ai fait le plus dur.
Donc vous pourrez remarquer que dans la fin de cette section, dans le PDF, il y a une petite notion hors programme sur ce que l'on appelle l'ensemble quotient. Alors je ne vais pas en parler bien longtemps, je veux juste signaler que si vous avez un ensemble E muni d'une relation d'équivalence, eh bien on peut faire ce que l'on nomme l'ensemble quotient, E quotienté par R. Donc j'en parle déjà parce que vous voyez qu'ici le symbole c'est un slash, et ce slash est donc ici réservé à la notation de quotient. C'est pourquoi quand vous notez qu'un ensemble est privé d'un autre, il faut bien mettre un backslash et non pas un slash, sinon il y a confusion avec cette notation-là. L'exemple d'ensemble quotient que vous verrez en SP, mais nous allons probablement en parler en classe aussi, ce sont tous les ensembles Z sur NZ, donc toujours avec ce slash, qui sont des ensembles très courants, très fréquents, et nous en parlerons en classe car déjà en SUP ils permettent de faire certaines choses intéressantes sur les relations d'équivalence, et bien sûr aussi en arithmétique.